Trésor, mémoire de radio, vous propose Yves Gilbert. Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Os, Memoire de Radio, presente. Né dans cette ville en 1864, Henri de Toulouse-Lautrec va souvent peindre Yvette Gilbert, de 3 ans sa cadette. La silhouette unique et bon marché qu'elle s'est créée de toutes pièces enchante l'artiste. La robe de satin vert, les longs gants noirs, la chevelure rousse vont bientôt entrer dans la légende. Du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Quand vinrent des vacances et qu'ils rentrèrent chez eux. J'ai rencontré Yvette Gilbert en 1925. À l'époque, j'étais assez jeune et j'avais ouvert un bureau d'impresario. J'avais Madame Croizat, dont j'admirais formidablement le talent, et un jour j'ai demandé à Madame Croizat si elle pouvait me faire connaître Yvette Gilbert. Soit quoi, Madame Croizat m'a répondu, oh, rien n'est plus simple, étant donné qu'en ce moment, justement, elle cherche un impresario. Elle m'a envoyé chez Yvette Gilbert, et immédiatement, nous nous sommes très bien entendus. C'était déjà une vedette à ce moment-là. Oh, très grande vedette. Elle avait commencé à se faire vraiment énormément connaître vers 1890. Mais c'était tout à fait à mes débuts. Je sortais du conservatoire et je l'ai accompagnée pendant 7 ans. Et ça a été très intéressant pour moi parce que c'était tout à fait différent de ce que j'avais travaillé. Même si elle n'avait pas été mon interprète dans l'argent, j'aurais pu parler d'elle parce que je l'ai entendue et je l'ai applaudie et je l'ai admirée comme chanteuse, mais pas seulement comme chanteuse, comme dessinatrice d'une vie, d'une société, de personnages. Je ne parle pas seulement de Madame Arthur, mais enfin de tous les autres, de tous ceux qu'elle a croqués. Et croquer est un terme qui lui convient très bien, car je crois qu'Yvette Gilbert était une croqueuse de personnages. Elle mordait dedans, et on l'a bien vu dans cette chanson devenue universelle, pour ainsi dire, mais dans beaucoup d'autres, où vraiment elle donnait l'impression d'être une psychiatre, une psychanalyste, et en tout cas une femme qui voit profondément les choses, qui les ressent profondément et qui nous fait sentir le prix de sa morsure. Fleur de berbe, chantée et créée par Yvette Gilbert. Des connaissances au mois de décembre auprès de Billancourt, d'un marinier rouquin comme l'ambre, un vrai brin d'amour. Gommier le midi, c'est pas de la bête, cette belle émission. Vrai s'offrirait bien, quoi qu'on teste, une frite de goujon. Il me plaît sa gosse, sa petite môme, dans le jour en bateau. Il promenait la nuit, le bout de ma peau. Il me caressait, je fallait voir comme. C'était un gars, c'était un homme. C'était trop beau. Les canailles, qu'on est heureux, ça dure jamais, faut que je m'en aille,
ma poitrine sonne creuse. Le médecin me dit que je me décolle grâce à ce beau train-là. Dans 2 mois, j'évite ma boussole, faut partir, y a pas. Il me plaît sa gosse, sa petite môme, dans le jour en bateau, il promet la nuit, sous ma peau, une caresse. Fallait voir comme je pourrais jamais aimer d'autres hommes. Elle était pauvre, très pauvre. Elle faisait des robes perlées avec sa mère. La mère était modiste aussi. L'enfance désolée d'Yvette Guilbert va se dérouler sur fond de folie. L'opéra se bâtit lentement, c'est la guerre de 70, le siège de Paris, la Commune. On abat les éléphants du jardin des plantes pour les manger. Le rat coûte 2 francs. L'alcool coule à flot. Les chiens et les chats sont pourchassés. Le canon tonne sur ce peuple désemparé et famélique qui, par un jeu de bascule souvent renouvelé, prépare néanmoins dans le sang les fastes de la belle époque. Dans son livre, Yvette Guilbert racontait: Ma mère et moi faisions à l'heure de la couture. Nous commencions à 7 heures du matin et nous travaillions jusqu'à 11 heures du soir pour gagner à nous deux de 4 à 5 francs par jour. Ancien. Et puis, la morte-saison venait. Alors on vendait tout, meubles, linge, simplement pour manger. Et mon chagrin se doublait de voir ma mère pleurant, se désolant et luttant sans cesse pour aboutir toujours à la misère. À un moment donné, elle était même vendeuse au printemps. Elle m'avait même raconté qu'un jour, à la cantine, on leur avait servi des lentilles. Elle a trouvé un cheveu. Oh, elle a dit, ça c'est dégoûtant. Je vais aller voir le directeur. Comment tu oseras? Bien sûr, j'oserai. Alors elle va voir le directeur, elle lui dit, monsieur le directeur, est-ce que vous aimez les lentilles? Ben oui, mais pourquoi? Moi aussi, mais je les aime chauves. Laissez faire le temps par Yvette Guilbert. Le miroir, quand il peut, est franc sans réserve, mais autant qu'on le veut, la glace conserve, car dans un miroir, il faut savoir. Mes yeux se sont ouverts et grand bien me fasse. Les printemps aux hivers ont cédé la place. Eh bien quoi, voilà. Et la. Tout le monde, doit-on passer par là? Tout le monde, doit-on passer par là? On chante et vite on a 20 ans. Laissez faire le temps. On aime bien son père, on aime bien sa mère. Mais un jour vient quelqu'un qu'on aime mieux pourtant. Laissez faire le temps. On aime son mari comme une enfant sage. Un jour l'homme chéri n'est plus du ménage. Le premier amant est forcément charmant. On devrait se blaser dès le 4e. Mais hélas, le baiser n'est jamais le même. Alors quoi, ben voilà. Et la. Tout le monde, doit-on passer par là? Tout le monde, doit-on passer par là? On aime, on pleure et l'on a 40 ans. Laissez faire le temps. Et l'on veut rire encore, on sait que l'on peut plaire. Si l'on sait aimer mieux, on n'aime plus autant. Laissez faire le temps.
En suivant le chemin, voici qu'on est vieille. Pour alléger demain, pensons à la veille. Notre cœur blessé par le passé bercé, sans regrets exigeants et saute hantise, rayons de jeunes gens qui refont nos bêtises, en disant voilà, et lola lola. Mais tout le monde doit en passer par là. Tout le monde doit en passer par là. On chante encore quand on a 60 ans. Laissez faire le temps. Pourquoi vouloir revenir en arrière? Le temps sourit aux vieux, simples et bons enfants. Laissez faire le temps. Un jour, je fus suivie dans la rue par un homme assez âgé. Il commença par me dire que j'avais une taille superbe, un corps élégant. Écoutez-moi donc, mademoiselle. Ne marchez pas si vite. Mademoiselle, écoutez-moi donc. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition très honnête. Je suis Hitler, le directeur de l'hippodrome. Mademoiselle, soyez calme et laissez-moi marcher tout doucement à vos côtés. Je suis vieux et je ne peux pas courir. Voilà. Je vous propose de vous donner des leçons d'équitation et de faire de vous la plus belle écuyère de Paris. Dans 2 ans, vous gagnerez 20 000 francs par an. Eh bien, ça ne vous plairait pas d'être écuyère? Oh, ma mère ne consentira jamais. J'irai la trouver. Ah non, non, laissez-moi d'abord lui parler. Réfléchissez, jeune fille. C'est la fortune pour vous. Quelle magnifique. Pourquoi pas écuyère? Dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? Il me semble, à mon avis, que j'ai beau trait et doux dit, et la bouche vermeillette. Et dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? J'ai verts yeux et fins sourcils, le chef blond, le nez crétisse, rond menton, blanche gorgette. Dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? Robe brodée de haut prix, cheveux de couleur assortis à mes toilettes. Dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? Que d'avoir femme tout dit, aussi charmante, aussi coquette.
dites-moi, suis-je belle? Dites-moi, suis-je belle, moi? Mais elle n'aurait pas moins très amie avec Zidler, qui, ému par sa misère, commença d'abord par l'aider, et puis ensuite, pour la distraire, lui offrait des places pour aller au théâtre. Entre la construction de la Tour Eiffel et l'inauguration du Métropolitain, le café-concert ne manque pas de vedettes. Teresa, qui installe sur scène un personnage simpliste et canaille, illustré par la femme à barbe. Paulus, dit le gambillard, violent et fastueux, sans doute le premier monstre sacré de la chanson française. Félix Mayol, avec son brin de muguet et son toupet, minaude en interprétant la machiche. Paulaire, créé hors époque un personnage à la taille fine, aux cheveux courts. Fraxon, chauve et élégant, annonce « Je connais une blonde ». Il ne sait pas qu'à 44 ans, il mourra assassiné par son propre père. Paulin, le comique troupier en uniforme de tringlot qui évoque sans répit la petite tonkinoise. La première pièce qu'elle vit de sa vie fut Cléopâtre, jouée par Sarah Bernard. Elle en sortit bouleversée, éblouie. À partir de ce jour, sa décision fut prise. Par n'importe quel moyen, elle ferait du théâtre. J'habite près de l'école de médecine, au premier, tout comme un bourgeois. Une demeure magnifique, divine, à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Il y a pour que tous aient leurs aises des lits de fer et des lits en bois et de toutes sortes de punaises à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Les draps sont grands comme des serviettes, il n'y a qu'un seul modèle, je crois. Et c'est le chien qui lave les assiettes à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Notre potage roule dans ses vagues, tant de cheveux que chaque mois. Les clients s'en font faire des bagues à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Une grande fraternité règne, les voisins, ils sont très courtois. Et nous avons tous le même peigne à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. La bonne, oh, la pauvre petite bonne, la bonne à tout faire, naturellement, oh, la pauvre, enfin n'en parlons plus. La bonne n'est pas une très belle fille, mais nous ne songeons pas au minois. On lui fait l'amour en famille à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Comme c'est pas de l'or que notre bourse renferme et que nous sommes souvent aux abois, y a plus personne la veille du terme à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Elle a fait connaissance des chansons de Xanhoff sur les quais. Elle a découvert ça pour 12 sous. Elle a trouvé que ses textes étaient très drôles. Alors, elle a fait ses débuts avec ses chansons qui étaient merveilleuses. Elle était très bien. Le fiacre. Le fiacre par Yvette Guilbert. fiacre trottinant, quincaille, hop là. Un fiacre trottinant jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, quincaille, hop là. Derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Puis une voix
voix disant Léon, oh là, puis une voix disant Léon, mais tu me fais mal, ô ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, hop là, un vieux monsieur qui passait, c'est cru, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, hop là, ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, hop là, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, hop là, du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y a plus besoin de nous cacher, hop là, y a plus besoin de nous cacher, oh donne ton 100 sous à se cocher. Elle était une diseuse, elle savait dire les textes d'une façon extraordinaire. Elle travaillait énormément du reste. Une chanson nouvelle, elle mettait 6 mois pour la mettre au point. Cécile Sorel, quand elle a fait ses débuts au musical, on lui a dit la seule personne qui peut vous aider à faire votre texte, à dire votre texte, c'est Yvette Guilbert. Alors elle vient chez Yvette Guilbert et elle lui lit son texte et elle lui dit oh, tu savais Yvette, il y a une phrase que j'ai pas du tout envie de dire, c'est l'ai-je bien descendu. Puis Yvette dit vous avez tort, Cécile, c'est la seule phrase dont on se souviendra. L'ai-je bien descendu. Et c'est vrai, on ne se souvient plus de ça. Et quand elle chantait une chanson à 2 personnages, et qu'elle changeait d'un personnage à l'autre, elle me disait « Attendez-moi, il faut que je me change intérieurement. » Et elle se changeait intérieurement. Ou alors, quand elle disait, chantait une chanson qui s'appelait le manque de mémoire, elle disait « Vous voyez, même le titre lui-même est cruel. C'est la dernière rencontre d'un homme qui a tout promis à une femme, le mariage, l'amour, tout. Il n'a rien tenu. Elle est là, dans ce fauteuil. Elle pleure. Eh bien, on finissait par la voir. Et elle était l'homme qui disait pourquoi je pleurais, ou mon ancienne amie, si ma mémoire a suivi mes amours. J'ai dit cela, ma chère, c'est possible, mais aujourd'hui je m'en souviens pas. Et alors ce refrain, aujourd'hui, elle le variait à l'infini. C'était, oh, j'ai dit cela, ma chère, c'est possible. Ou bien, mais j'ai dit cela, ma chère, c'est possible. Vous comprenez? Et c'était extra, il s'est répété 10 fois. Alors un jour, son mari lui dit, mais Yvette, tu trouves pas que tu devrais enlever un couplet? Ah, Maxime, c'est comme si tu voulais me couper une jambe. Et son vieil ami, Ziegler, créa le Moulin Rouge. Alors là, naturellement, il lui fit une place de choix. Mais ce n'était pas exactement le public qu'elle souhaitait. Enfin, en 1892, elle passa d'abord au divan japonais, puis ensuite au chat noir. Je viens vous dire comment naquit le chat noir, domaine du grand rire littéraire de la France du 19e siècle. Ce fut un vieux chat noir trouvé dans la maison du boulevard Rochechouart qui donna son nom au nouveau cénacle. Les rires, les chants des 150 camarades réunis chaque soir faisaient s'attarder des gens devant la porte hermétiquement close du cabaret. Des bagarres, des plaintes des voisins et des refrains pris en chœur par les gens de la rue, augmentant le vacarme, mirent la police dans l'obligation d'interdire toute joie bruyante aux poètes du chat noir. À l'entrée du cabaret se tenait rigide, hallebarde au poing, un superbe Suisse que celui de l'église de la Madeleine avait dressé. C'est dans ce point, célébré par les écrivains du monde entier, qu'un soir de 1892, je fus toute jeune invitée à me faire entendre. Il n'y a pas un pays au monde dans lequel elle n'ait chanté. Vous savez, en dehors de l'Europe, de l'Amérique, tous les pays du monde y ont passé. Et elle disait, c'est extraordinaire pour une petite chanteuse, pour une petite misérable comme moi j'étais au départ, d'avoir vu tout le monde, tout ce monde, telle une passante émerveillée. Quand elle a été invitée pour aller aux États-Unis en 1900, elle était l'artiste, je crois, la plus payée du monde, puisqu'on lui avait offert 120 000 francs, or par mois, ce qui était considérable. Mon Dieu, que les gens sont heureux de pouvoir écrire leur mémoire. Moi, je peux pas, même si je le veux, me rappeler toutes mes histoires. Je n'ai pas encore 30 ans, déjà ma mémoire se rouille. Quand
Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Je n'ai pas encore 30 ans et déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Oh, c'est bête, hein? Pourtant, je me rappelle bien que je perdis mon cœur au vendange. Mon premier amant n'avait rien, mais il était beau, ah, comme un ange. Mon second, c'était un acteur, bête, comme une citrouille. Le troisième, c'était un facteur. Non, 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 c'est pas ça. Je m'embrouille. Je n'ai pas encore 30 ans et déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Oh, c'est bête. Ah, comment s'appelait ce sournois, cet Anglais d'humeur taciturne, qui sans rire une seule fois, avec moi mangea sa fortune. Et cet Italien sans souci, ce Belge aux yeux de grenouille, ah, je me souviens d'un petit Russe aussi. Mais de leur nom, ah, comme ça se brouille. Je n'ai pas encore 30 ans et déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Ah, c'est bête. Un enfant, le mien, un amour, m'appelle Satan, et pour cause, bah, il connaîtra sa mère un jour. Quant à son père, c'est autre chose. Mais comment reconnaître l'auteur de ce bébé qui gazouille? Il est de l'un de mes adorateurs. Mais duquel? C'est ça qui m'embrouille. Je n'ai pas encore 30 ans et déjà ma mémoire se rouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Quand je veux parler de mes amants, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille. Ah, c'est bête, hein, c'est idiot. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Pour le moment, cette jeune femme mince s'approche des États-Unis. La liberté les éclaire, mais la violence les agite. C'est l'épopée américaine d'Yvette Guilbert. Elle a 27 ans. Elle se mariera l'année suivante. De cette tournée, elle disait 30 nuits en wagon et 24 000 kilomètres, la tournée la plus inhumaine de mon existence. Le gang des frères Dalton a été démembré il y a seulement 24 mois. Et au moment même où Yvette Guilbert découvre en 1894 les rues de New York et les théâtres du Nouveau Monde, Butch Cassidy, qui se suicidera en 1909, entre bruyamment en scène. C'est l'Amérique des pionniers, de l'enthousiasme, des chemins de fer et de l'aventure. Pour Yvette Guilbert, c'est la consécration, la fortune, le triomphe de la chanson française. La petite ouvrière famélique tient dans son cœur la première partie de sa revanche. Quand elle a été en Amérique, elle a été appelée par des riches Américains qui lui avaient dit « nous vous aiderons », etc. Et elle a vendu tous ses meubles pour aller s'installer en Amérique. Et quand elle est sur le bateau, elle a reçu un télégramme « We have changed our mind », c'est-à-dire nous avons changé d'avis. Qu'a-t-elle fait à ce moment-là? Eh bien, elle est quand même partie. Et alors, elle a fondé cette école à ses frais. Les vieux messieurs, plus laids que des prêtres bouddhistes, ils s'en vont suivant les modistes, avec des airs astucieux, les vieux messieurs. Kakochimes et rachitiques,
Ils s'en vont le long des boutiques, lorgnant les trottins vicieux, les vieux messieurs. Sur le galbe exquis de leurs jambes, ils leur chantent des dithyrambes superlificancieux, les vieux messieurs. Et les petites, dans ces rôles d'amoureux, elles ne trouvent rien drôle, et pas du tout délicieux, les vieux messieurs. Mais, comme ils offrent des toilettes claires, des soupers fins, des galettes folles, et des bijoux précieux, les vieux messieurs, elles prêtent d'un air modeste l'oreille, oui, et tout le reste de leur petit corps vicieux, aux vieux messieurs. Et les nanas et les titines vont partager sur les courtines les 1000 jeux facétieux des vieux messieurs. Il faut beaucoup d'intelligence, ils sont d'une telle exigence, et surtout très capricieux, les vieux messieurs. Ce bon vieillard aux faces blêmes veulent être aimés pour eux-mêmes. Ils sont vraiment ambitieux, les vieux messieurs. D'autant que leur force amoindrie ne leur permet plus la série. Les excès sont pernicieux, aux vieux messieurs. Au bois de lit, cueillant la fraise. Une fois, oui, mais jamais 13, car ils sont superstitieux, les vieux messieurs. Et si, dans les bras de l'oxyre, ils meurent d'une apoplexie, Dieu, vieux monsieur, reçoit aux cieux les vieux messieurs. Envoie, roi des églises cathédrales, en somme, elles sont très morales, ces flèches que nous décochons aux vieux messieurs, aux vieux messieurs. 3 messieurs de cette ville sont venus me demander à mon père et à ma mère avant de m'en avoir parlé. Oh, revenez, 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 ma mère a dit que vous mouriez. Oh, revenez, 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 ma mère a dit que vous mouriez. Ma mère a dit que vous mouriez. Une école extraordinaire où elle faisait par exemple des classes d'improvisation. Et c'était pendant la guerre de 14. Et alors elle disait par exemple à une jeune fille: vous n'avez pas eu de nouvelles de votre frère depuis longtemps, et on vous annonce qu'il revient. Vous le voyez, mais il a une jambe en moins. Quelle sera votre réaction? Les Américaines ne savaient rien. Est-ce que vous voulez prendre un bain ou quelque chose? Et alors quand Yvette leur mimait en même temps la joie de le revoir et en même temps le chagrin de voir qu'il a une jambe de moins, elle fondait en larmes. Parce qu'elle avait une imagination extraordinaire. À Vienne, par exemple, il y avait une personne considérable qui ne sortait jamais, mais qui allait seulement entendre Yvette Guilbert, c'était le professeur Freud. Elle adorait la Belgique. Elle disait: c'est Liège et Bruxelles qui me débarrassèrent des affres de la misère. J'arrivais à Lyon. D'immenses affiches annonçaient l'ouverture du casino avec une artiste des variétés de Paris. Je mourais de nervosité à l'idée de mes premiers essais de chanteuse, mais j'avais une telle confiance dans l'avenir. Le soir arriva. Je vins en scène habillée superbement d'une robe brodée de perles fines, avec laquelle j'avais joué ma dernière comédie au Théâtre des Variétés, et je commençais dans la coulisse à trembler en entendant les applaudissements fantastiques que le public, composé en partie d'étudiants, accordait à une chanteuse qui dépassait toutes les limites de la vulgarité. Les étudiants chantaient avec elle et faisaient un tapage infernal. Chaque fois qu'elle sortait de scène, ils l'acclamaient, la réclamaient. Et elle, suante, haletante, son opulente poitrine inondée, ses bras tout rouges de chaleur, était comme un gros homard, les yeux hors de la tête, avec sur le front une frange de cheveux noirs crêpés comme du crin. Jamais je n'ai pu me rappeler son nom.
Mais jamais je n'oublierai la tristesse infinie qui ce soir-là descendit dans mon cœur. J'étais ébahie, stupéfiée, et par elle, et par ce public. Alors ce serait ça, le café-concert. La complainte des 4 étudiants par Yvette Guilbert. Je sais une complainte de 4 étudiants, faite pour donner la crainte des petites femmes aux jeunes gens, faite pour donner la crainte des petites femmes aux jeunes gens. Premier faisait des lettres, le second du droit romain, le troisième faisait des dettes, quatrième faisait rien, le troisième faisait des dettes, le quatrième faisait rien. D'une femme assez gentille tombèrent tous amoureux, et comme c'était une bonne fille, elle les rendit heureux. Comme c'était une bonne fille, elle les rendit heureux. Premier y offrit sa vie, le second y offrit son bras, troisième sa bourse garnie, et le quatrième, ça se dit pas. Le troisième sa bourse garnie, et le quatrième, ça se dit pas. En échange, la petite blonde, quelque chose leur donne à bas. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand vinrent des vacances et qu'ils rentrèrent chez eux, leur papa dans les transes leur dit petit malheureux. Leur papa dans les transes leur dit petit malheureux. Vous n'êtes pas assez sage, je vous donnerai plus d'argent. Je travaillais à vos âges, vous en ferez autant. Je travaillais à vos âges, vous en ferez autant. Ils se remirent à l'étude avec acharnement, n'avaient pas l'habitude, sont morts au bout d'un an. N'avaient pas l'habitude, sont morts au bout d'un an. Voilà comment pour une femme, il y a 4 étudiants, à la suite de ce drame qu'est mort en travaillant, à la suite de ce drame qu'est mort en travaillant. Murnau, le grand metteur en scène allemand, tournait Faust de Goethe. Et dans Faust de Goethe, il y avait Yvette Guilbert. Et je dois dire qu'avant cette interprétation d'Yvette Guilbert dans Faust, je ne l'avais pas vue au cinéma. Quand j'ai vu Murnau, qui en 27 est venu me voir à mon bureau rue Boissy-Langlas et m'a parlé de son film Faust qui était à peine fini et qui n'était même pas encore sorti dans les salles. Et il s'en allait là-bas aux États-Unis où il a tourné l'Aurore. Et me parlant d'Yvette Guilbert, il m'a remis dans la tête que Yvette Guilbert était une interprète extraordinaire comme on la voit dans Faust. Si bien que l'année suivante, quand j'ai eu l'idée de faire l'argent et que j'ai pensé au personnage fameux de Zola, c'est-à-dire à la Méchin, cette espèce d'oiseau de proie qui court autour de la bourse, n'est-ce pas, et surtout au marché dit des pieds humides, eh bien cette Méchin, pour moi, s'est identifiée tout d'un coup avec Yvette Guilbert, et j'ai craint simplement qu'elle n'accepte pas un rôle qui était un rôle très épisodique et dans lequel il y avait surtout une espèce d'allégorie à présenter. Eh bien, très gentiment, très amicalement même, elle l'a accepté et je m'en suis réjoui. Mon Dieu, c'était une femme qui n'avait pas une très très grande habitude du cinéma, et quand nous nous sommes retrouvés au 15 août à la Bourse, devant tourner dans le temple même de l'argent, et pendant 3 jours de suite, et avec 1500 figurants, ce qui était un truc assez dur, eh bien, elle était prise dans cette foule, et elle était gênée, nous ne savions plus quoi faire d'elle, car nous étions juste devant les grandes colonnes célèbres de la Bourse, au pied des marches qui montent dans le temple de l'argent, et que faire de cette pauvre Yvette Guilbert qui n'avait pas 18 ans et qui était assez fatiguée. Je me rappelle qu'on a cherché partout comment l'installer pour qu'elle ne soit pas trop mal, qu'elle puisse attendre son tour de participer à l'action. Alors les assistants sont allés chercher dans un bistrot voisin une espèce de petite chaise absolument ridicule, et on l'a postée là, devant les marches même de la Bourse, et elle s'est assise, et elle a regardé cette espèce d'évolution de tous ces figurants qui escaladaient pour aller vraiment jouer et faire leur rôle de spéculateurs qu'ils avaient. Alors je dois dire que j'ai gardé un souvenir
même photographique d'Yvette Guilbert sur son petit siège, attendant que son tour soit venu de jouer la destinée. Il y a une grande différence entre Alcover, qui n'était pas du tout un homme de cinéma, qui était un merveilleux homme de théâtre, et qui avait là tout d'un coup une responsabilité énorme, car c'était un rôle pour Jannings, n'est-ce pas, et il n'était pas le Jannings que nous avons connu au cinéma allemand. Par conséquent, Alcover avait un grand pas à franchir, et c'était difficile, évidemment, d'imaginer qu'il le franchirait aussi bien qu'à mon sens, il l'a franchi. En ce qui concerne Yvette Guilbert, c'était plus simple, parce qu'on se disait que c'était impossible qu'une femme aussi intelligente qu'elle n'arrive pas à se persuader de ce qu'était le rôle et à faire ce que je lui demandais, c'est-à-dire d'être une sorte de fatalité, de destinée dans la vie du grand banquier, Monsieur Saccard, c'est-à-dire Monsieur Alcover. Elle avait le nombril en forme de 5, et n'en était d'ailleurs pas plus fière pour ça. On la voyait tous les matins tuer le verre avec les copains sur le zinc, et nul, en la voyant simple lever son verre, n'aurait pu se douter que la corte commère avait le nombril en forme de 5. Ah, qui vous chantera fleurs mystiques écloses parmi les chairs nacrées aux ivoires troublants? Quel poète dira nombril nénuphar rose, le nom chat noir exquis qui mollement vous pose sur le lac pur des ventres blancs? Elle avait le nombril en forme de 5. Une autre aurait fait des manières, une autre aurait fait du chichi, aurait cherché à s'exhiber aux Folies Bergères ou bien encore au Casino de Paris. Elle, pas du tout, elle était si douce et si simple. Et quand en souriant un ami lui disait « Adèle, Adèle, fais-nous voir ton nombril », elle se dégrafait sans se faire de bile et montrait son nombril ainsi que vous et moi, sans faire d'embarras. Elle était si douce et si simple. Quel poète dira l'ironie décevante de cet œil goguenard que Dieu nous mit au ventre, comme les architectes des maisons collent une rosace au plafond? Elle avait le nombril en forme de 5. Une autre aurait affiché la prétention d'être le clou tant cherché de l'exposition. Elle, pas du tout, pas du tout. Elle allait à l'exposition sans pause, avec son petit chapeau de paille noir, à ruban rose. Ah, son nombril ne lui faisait pas tourner la boule, non. Mais, si dans les flots pressés de la foule, quelque malappris lui passait les fesses, quoi. Ah, dame, elle est si débauchée aujourd'hui, la jeunesse. Elle se laissait faire sans rien dire, se contentait d'en rire. Je crois même au fond qu'elle y prenait quelque plaisir. Quel poète dira vos formes tant diverses, nombril? Nombril correct, nombril à la renverse. Nombril en porte cochère, comme en ont fréquemment les accords bouchères. Nombril troublant des folles filles de l'Espagne. Nombril gras et béat des curés de campagne. Nombril des gros banquiers larges comme des bouses. Nos nombrils effarés de timides épouses. Nombril rusé, nombril malin qui avait l'œil américain. Ah, nombrils roulés ainsi que de petites crottes, et qui paraît l'abdomen des vierges autantotes. Nombrils en rond, nombrils en boule, et vous, nombrils en cul de poule, qui vous chantera nombril. Elle avait le nombril en forme de 5. Une autre aurait voulu qu'on la mît en terre avec le concours d'un de ces messieurs du ministère. Elle, pas du tout, ce fut simple et banal. Il n'y eut même pas un conseiller municipal, mais des amis, des parents et l'ecclésiastique. Et quand le tabellion ouvrit son testament, il lut ces quelques mots que je trouve touchants. Je, sous-signé, désire et veux que mon nombril serve de numéro à quelque automobile. N'oubliez pas, mesdames, n'est-ce pas, qu'elle avait le nombril en forme de 5. L'image de marque d'Yvette Guilbert, composée d'ironie, d'intelligence et de bonté, s'efface au cinéma où elle interprète plusieurs fois des rôles antipathiques. Elle a tourné quelques films, mais je me souviens très bien qu'un jour, elle m'a dit « Ah, je vais tourner les deux orphelines ». Elle faisait une marâtre, et elle devait pleurer. Alors on lui a dit « Nous allons vous mettre des larmes de glycérine ». « Oh non, il n'en est pas question, moi je suis une artiste, je pleure. » Elle a pleuré pendant 5 heures, et quand elle est arrivée, son mari lui dit « Mais Yvette, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air décomposée. » J'ai pleuré pendant 5 heures. Eh bien, elle dit « Quand j'ai vu la séquence,
je me suis aperçue que le metteur en scène qui m'avait dit de mettre des larmes de glycérine, il avait parfaitement raison. Mes vraies larmes ne faisaient aucun effet. Je parle de Dieu, mais pourtant, est-ce que j'y crois? À 5 ans, on me disait, tiens, un bonbon, va le manger avec Marie, aux vêpres. Sois bien sage et prie le bon Dieu, la Vierge Marie. Puis c'était la procession que la bonne et moi suivions. Et des belles fleurs en coton dans des vases de loterie. Les petites filles fleuries jetaient en l'air des fleurs jolies. Je levai la tête pour voir le curé, le grand ostensoir qui luisait sur le reposoir. Et l'on chantait « Ô bonne Vierge, ô lys sans tache, fleur des berges ». Et l'on voyait briller des cierges, et l'on jetait encore des fleurs. Et l'on chantait « Prenez mon cœur, Notre-Dame de ses douleurs ». Le curé était magnifique, levant les bras dans les cantiques, et j'entendais dans ses cantiques Tristis, ritis, ambuantis. Et l'on jetait encore des roses. Les femmes pleuraient presque à cause de ces si belles, belles choses. Je voyais le petit Jésus à Noël, dans sa crèche nue. L'âne regardait par-dessus, et maman disait: les rois mages portent la myrrhe, les images au petit Jésus qui est sage. Et je croyais, je croyais que Dieu était un vieux tout blanc qui nous donnait toujours ce qu'on lui demandait. Ça m'est bien égal. Ça m'est bien égal ceux qui disent qu'il existe ou non. Car l'église du village était douce et grise. Elle a monté avec Sacha Guitry de nombreuses pièces. Et elle était l'exactitude et la précision même. Elle disait l'exactitude et la politesse des rois et des artistes. Mais Sacha, lui, n'avait pas toujours de l'heure une notion très exacte. Et je me souviens d'un soir où il arriva particulièrement en retard à une répétition. Sacha, elle dit en riant à Sacha, « Sacha, Sacha, j'ai failli attendre ». Et Sacha lui répondit que vous êtes bonne de n'avoir que failli. Moi, je défaille devant votre indulgence et mon impolitesse. On lui avait demandé de faire une chose en anglais. Alors elle dit, mais vous savez, je ne sais pas très bien l'anglais. Oh, not too correct, please, Madame Yvette. Nous adorons quand c'est pas trop correct. Vous connaissez Dame Gertrude, c'est une femme à sentiment, qui n'est ni coquette ni prude et qui pense solidement. On ne voit pas chez cette belle de jeunes gens avantageux, non. Ce sont des vieux qu'elle aime à recevoir chez elle. Ce sont des vieux qu'avec raison elle aime mieux.
Ce sont des vieux qu'avec raison elle aime mieux. Nos greluchons sont trop volages, on ne peut pas compter sur eux. Les vieux sont prudents et plus sages et méritent mieux d'être heureux. Un jeune trompe sa maîtresse, mais ceux qui la chérissent mieux, ce sont les vieux, ce sont les vieux, ils ont plus de délicatesse. Ce sont les vieux, ce sont les vieux. D'abord, ils sont moins dangereux. Ce sont les vieux, ce sont les vieux. D'abord, ils sont moins dangereux. Le jeune, toujours dans l'ivresse, ne suit que son tempérament. Le vieux jouit avec adresse, avec goût et discernement. On est flatté par la tendresse de ceux qui s'y connaissent mieux. Le goût des vieux, le goût des vieux est toujours si plein de justesse. Le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Ah, évidemment que si l'on n'est pas si bien traité par un vieux que par un cadet, du moins on est plus respecté et son hommage est plus discret. Sans abuser de sa victoire, il est doux et cache ses feux. Mesdames, mesdames, prenez un vieux, prenez un vieux, il ménage votre gloire. Prenez un vieux, vous vous en trouverez bien mieux. Prenez un vieux, vous vous en trouverez bien mieux. Pour le prince de Galles, qui est devenu Édouard VII, on lui avait demandé de chanter. On lui avait dit, attention, faites un programme convenable. Alors elle a chanté. Et puis il était très étonné qu'elle ne chantait pas ni le fiacre ni rien. Alors il lui a dit, pourquoi vous ne chantez pas toutes ces choses qui sont si drôles? Je lui ai dit, en votre qualité de royale, on m'avait dit de faire un programme pour jeunes filles. Elle avait à peu près tous les répertoires à ce moment-là, mais beaucoup le répertoire griffois, c'est le but, vous savez, c'est ça qui a fait toute sa gloire au fond, c'est son répertoire griffois. Mais néanmoins, elle chantait des chansons grégoriennes, des chansons du XVIIIe siècle, elle chantait des chansons païennes et surtout des légendes mystiques du Moyen-Âge. Elle avait fait connaissance de Gounod dans sa vie, du reste, elle le dit dans son livre. Et elle lui avait chanté la chanson la chanson du roi de Tulé, je crois. C'est ça. Mm-hmm. Et elle lui dit, mais je n'ai pas de voix. Il lui dit, mais vous avez plus que ça. Vous avez toutes les voix. Elle était jeune, très mince, je vous l'ai dit, quand elle était parce qu'elle a commencé par être mannequin chez Antenard. Quand elle était jeune, elle était mince comme un fil, absolument. Et puis, après l'ablation de son rein, on disait, je crois, à l'époque qu'il fallait que quand un rein avait été enlevé, une certaine graisse, enfin, prenne la place de ce rein. Et elle était devenue extrêmement grosse. Et c'était un petit peu le drame de sa vie, parce qu'elle chaussait du 36, elle pesait dans les 90 kilos à la fin. Mais toujours avec la même aisance, elle chantait toujours avec le même charme. On aurait dit qu'elle avait encore 20 ans, vous savez. Ma grand-mère de Béranger. Ma grand-mère, un soir à sa fête, de vin pur, ayant bu 2 doigts, nous disait en branlant la tête, ces amoureux les autres fois. Combien je regrette mon bras si dodus, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodus, ma jambe bien faite et le temps perdu. Il y avait une fois une critique dans le Canard enchaîné. Il disait, on voit arriver une grosse dame, habillée avec une espèce de descente de lit. Oui, elle avait une robe en dentelle beige,
Mais quand elle chante, on oublie tout, et qu'elle est grosse et tout ça. Du reste, quand elle voulait chanter des chansons qu'elle n'avait pas abordées depuis longtemps, par exemple, il y avait une chanson qui s'appelait « À l'école du roi », alors elle disait « Il faut que je vous demande un grand effort d'imagination. Il faut que vous vous imaginiez absolument que j'ai 16 ans. Enfin, mettons, 17 ans et demi. Alors fermez les yeux. » Alors elle appelait ça « donner à manger au lion ». Elle disait « Une fois que je leur ai dit que je suis grosse, que je suis vieille, ils ne peuvent pas me le reprocher. » Et alors elle chantait ça. Et c'était merveilleux. Le jeune, toujours dans l'ivresse, ne suit que son tempérament. Le vieux jouit avec adresse, avec goût et discernement. On est flatté par la tendresse de ceux qui s'y connaissent mieux. Le goût des vieux, le goût des vieux est toujours si plein de justesse. Le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux. Mais en 1939, elle faisait encore le bonheur de toutes les grandes boîtes de Paris, l'Européen, les Folies Bergères, l'Empire, le Casino de Paris, etc. Car jusqu'à 75 ans, elle a eu cette voix pure comme un cristal, vous savez, elle a été merveilleuse. On a organisé à la salle Pleyel le 50e anniversaire de sa carrière. Et on avait invité des artistes de partout, enfin des comédiens à dire des poèmes, etc. Et elle avait reçu des fleurs, des fleurs, des fleurs. C'était très émouvant parce que ça avait l'air d'un enterrement. Alors le lendemain, elle me dit, voyez Irène, c'est trop émouvant ça. Dans 50 ans, je ne recommencerai pas. Nous nous engageons sur l'honneur à être plus difficiles, plus délicats, plus sévères vis-à-vis de nous-mêmes que ne le sont depuis 12 ans des critiques qui, par leur indulgence inconcevable, ont aidé à l'envahissement de Paris par ses majestés la niaiserie et la vulgarité. Bravo, 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 bravo. Elle est sale comme 36 fumistes, la 40 sous pour prendre un bain. Si tu ne l'as pas pris d'ici, ma je t'envoie chez les impressionnistes. Quand tu vas te cheminée, chez les rabbins, chez qui font les transferts, pour prendre les bababababa, quand tu vas te cheminée, chez les rabbins, si tu vas te transferts, pour prendre les Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière, sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal, par ses mouvements, sa cadence,
Elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi. Quand le vent s'agite avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, c'est qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. En cette année 1943, où la tristesse assombrit les visages de France, tant de gens s'inquiètent de l'avenir et des espoirs fous ou raisonnables qu'il permet à ceux-ci et défend à ceux-là. Retrouverons-nous le rire et la joie de vivre? Yvette Guilbert est morte à Aix-en-Provence en 1944. Elle avait 77 ans.